Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui je reçois Constance Bantman. Bonjour Constance. Bonjour Nicolas. Alors Constance, vous êtes une ancienne élève de l'ENS Lyon LSH, vous êtes agrégée d'anglais et spécialiste de l'histoire du mouvement anarchiste entre 1890 et 1930. Vos travaux portent principalement sur les approches transnationales, notamment autour des réseaux et de la culture de l'imprimé dans le monde anarchiste. Alors vous avez fait de nombreuses publications qui sont essentiellement en anglais, on les retrouve sur notre site internet histoireensérie.com. Les principales, c'est The French Anarchists in London entre 1880 et 1914, Exile and Transnationalism in the First Globalization, paru en 2013 aux presses universitaires de Liverpool, et Jean Grave and the Networks of French Anarchism, 1854-1939, récemment, en 2021, aux éditions Palgrave. Vous avez également coordonné plusieurs ouvrages consacrés à l'histoire du mouvement anarchiste et de la presse politique en langue étrangère à Londres au XIXe siècle. Vous êtes reader donc in French, en français, à peu près l'équivalent de maître de conférence HDR, en civilisation française à l'université du Surrey en Grande-Bretagne. Et donc aujourd'hui, je pense que les auditeurs l'ont bien compris, avec vous Constance, on va parler d'anarchisme. On ne va pas parler d'une série de fiction en tant que telle, mais d'une série documentaire qui s'appelle Ni Dieu ni Maître, une histoire de l'anarchisme qui a été diffusée sur Arte en France. Alors, est-ce que, pour commencer, Constance, peut-être revenir à la fois sur une présentation générale de cette série documentaire en termes de format, puisque il y a 2 épisodes sortis, les autres devraient sortir bientôt, et me dire en gros quelle est la chronologie, de quoi on parle, qui est-ce qu'on évoque dans cette histoire de l'anarchisme. Oui, tout à fait. Merci beaucoup tout d'abord de cette invitation dans ce podcast que j'écoute toujours avec beaucoup d'enthousiasme et pour parler de cette série documentaire tout à fait passionnante, extrêmement bien réalisée, autant le dire d'emblée, donc qui se constitue, vous l'avez dit, de 2 livres. Alors c'est le terme utilisé, on aurait pu dire 2 épisodes, mais en l'occurrence c'est 2 livres avec 2 autres livres en préparation actuellement qui devraient sortir à l'automne, qui ont été annoncés pour l'automne, mais que l'on attend. Alors, les 2 livres dont j'ai pu voir la version longue, qui très utilement est disponible gratuitement sur YouTube actuellement, donc ça aussi très intéressant de ce point de vue-là. La série a initialement été diffusée sur Arte, avec d'ailleurs, nous pourrons revenir là-dessus, un très beau livre compagnon pour l'accompagner. Et donc, c'est une série documentaire avec l'accent sur documentaire, car elle est extrêmement riche de ce point de vue-là. Nous reviendrons là aussi sur ce point. Les 2 livres donc s'organisent de façon chronologique. Ils durent juste un peu moins d'1h30 chacun. Le premier livre s'intitule « La volupté de la destruction ». Il s'intéresse à la période 1840-1914. Donc, on est vraiment dans une chronologie très classique et d'ailleurs, cela me paraît tout à fait justifié. Donc, et le deuxième livre, qui s'intitule « La mémoire des vaincus », s'intéresse à la période 1911-1945, donc avec un tout petit retour en arrière, car il se passe beaucoup de choses dans cette période d'avant-guerre et donc qui justifie un double retour dans les 2 épisodes, dans les 2 livres, sur ces quelques années. Alors, le premier livre s'ouvre de façon très intéressante sur une perspective extrêmement contemporaine. Avant d'effectuer un retour en arrière, il s'agit donc d'images de manifestations de Black Blocs, donc ces anarchistes vêtus de noir, cagoulés, que l'on voit beaucoup dans les médias depuis une vingtaine d'années, depuis les agitations notamment de Gênes, de Porto Alegre, etc. Donc, sur des manifestations de Black Bloc, 2 casseurs avec une voix off assez spectaculaire
qui annonce un spectre hante le monde, c'est le spectre de l'anarchisme. Et donc, ça s'ouvre sur cette question de la violence qui est toujours si centrale pour la question anarchiste, avant d'effectuer donc ce très grand retour en arrière aux origines, alors là encore avec de très nombreux guillemets, du mouvement anarchiste 1840, c'est-à-dire un retour donc sur les origines idéologiques et organisationnelles. Les historiens de l'anarchisme font souvent toujours remonter le mouvement à l'Antiquité en général, mais évidemment, il faut bien commencer quelque part dans une perspective d'histoire plus moderne. Donc ici, on commence avec Proudhon, Bakounine, bien sûr la Commune, ensuite la Première Internationale, et puis à partir des années 1880, vraiment les grands épisodes qui sont très familiers, disons, pour cette histoire classique de l'anarchisme. Donc l'émergence de l'idée de grève générale, ce qui se passe aux États-Unis autour de cette idée à Chicago vers 1886-1887, avec un grand accent sur la France dans cette période. C'est une série qui a une perspective vraiment internationale, globale, qui est tout à fait intéressante et vraiment à la pointe de la recherche, mais quand même ce premier épisode est très centré sur la France, qui est une des filles aînées de l'anarchisme dans cette période, et le théâtre de très grandes violences anarchistes. Et puis, on enchaîne sur l'émergence des courants individualistes au sein du mouvement anarchiste. Et tout ceci se clôt, pour résumer très rapidement, ce premier livre en 1914, avec bien sûr la guerre qui met un terme aux espoirs internationalistes et révolutionnaires de l'anarchisme de cette période. Donc évidemment, défaite terrible de l'anarchisme. Le livre 2, donc La mémoire des vaincus, s'intéresse davantage à des épisodes révolutionnaires. Bon, comme le suggère le titre, ici, il s'agit peut-être moins de l'histoire d'un mouvement qui émerge. Là, on est vraiment dans une série d'insurrections, de guerres qui vont toutes être réprimées de façon plus tragique les unes que les autres. Donc, on commence par la révolution mexicaine de 1911-1914, qui est un épisode relativement peu connu, mais quand même très intéressant, une espèce de répétition générale de la révolution russe, qui est donc le deuxième grand moment de ce deuxième livre et qui pose tous les deux des questions stratégiques et théoriques très importantes. On enchaîne sur une série de répressions, d'insurrections anarchistes, alors en Allemagne, en Bulgarie, la Semaine tragique en Argentine, puis en Colombie, en Chine, en Italie, aux États-Unis, avec bien sûr un gros plan sur l'affaire Sacco et Vanzetti et les mobilisations mondiales qu'elle suscite. La montée du fascisme par la suite, bien sûr, les tentatives d'union des anarchistes, la guerre d'Espagne, sur laquelle, là, bien sûr, il y a un très gros plan et l'écrasement des anarchistes, et là encore, un nouvel épilogue tragique en 1939. Alors, donc, comme on le disait, les troisième et quatrième livres devaient sortir bientôt. Et donc, la bande-annonce de l'épisode 3, qui s'appelle « Les réseaux de la colère », extrêmement beau titre, étant donné donc l'importance de ces réseaux comme mode d'organisation de l'anarchisme, alors historique et contemporain. Donc, ce troisième livre semble commencer en 1968 au Quartier Latin. Donc, on attend sa sortie avec impatience. Vous avez évoqué, Constance, quelque chose de très important, cette idée, on va y revenir après, de popularisation de l'histoire de l'anarchisme, et en même temps, on va le voir aussi de tous ces réseaux politiques qui se sont créés au 19e siècle. Mais tout de suite, j'aimerais qu'on voit peut-être ensemble cette idée que quand on parle d'anarchisme, quand on parle de tous ces mouvements ouvriers, on a une référence qui est un livre, une vraie entreprise collective depuis maintenant de nombreuses années, c'est le Métron. Alors, quelque part, comment est-ce que l'on retrouve cet ouvrage, le Métron, peut-être à travers ici une série? Oui, alors c'est une très bonne question. Il y a deux aspects et deux métrons différents. Alors, il y a ce dictionnaire biographique du mouvement ouvrier connu sous le nom du métron, dont il existe effectivement un métron des anarchistes qui a été réalisé au cours des 15-20 dernières années et qui correspond bien à l'accent
du documentaire sur les individus. C'est l'histoire d'un mouvement, mais c'est aussi une histoire d'individus, d'activistes, et le documentaire fonctionne beaucoup là-dessus. Donc, par exemple, dans le livre 2, on parle beaucoup de Nestor Makhno. Dans le premier livre, il est question de Proudhon, de Bakounine, des propagandistes par le fait, donc ces terroristes, entre guillemets, associés à l'anarchisme dans les années 1880-1890. Je pense également à Emma Goldman qui traverse le documentaire. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc, il y a cet aspect-là de biographie individuelle et collective. Ce n'est pas une histoire désincarnée. C'est vraiment une histoire d'activistes, de militants et aussi de gens, d'individus qui ont placé leurs espoirs dans ce mouvement. Premier aspect. Il y a un deuxième livre de Métron qui est un très grand classique de l'histoire de l'anarchisme, qui est l'histoire du mouvement anarchiste français en 2 volumes, et dont le premier livre me paraît quand même être une illustration. Donc, c'est la thèse de doctorat de Jean Métron, qui a été publiée en 1975 chez Maspero. Alors, un très beau livre. Le documentaire, par rapport au livre, il me semble, ajoute un accent très, très international, notamment donc, dans la deuxième partie du documentaire, post-1911. Mais si on regarde le premier volume, il suit vraiment cette chronologie assez classique. On peut dire pas qu'il prend parti, mais disons qu'il se situe principalement du côté des anarchistes de tendance communiste par rapport aux anarchistes individualistes qui représentent une autre tendance du mouvement, souvent un petit peu antagoniste d'ailleurs. Mais il reflète cette chronologie classique, si vous voulez, du Métron qui commence par l'émergence du mouvement dans les années 1840, la propagande par le fait, etc. Donc, il reflète vraiment cette histoire très classique. Et en ce sens, c'est extrêmement pédagogique. C'est vraiment l'aspect qui frappe, si vous voulez, en regardant le documentaire. Ah oui, c'est très familier. On pourrait dire peut-être que c'est une histoire un petit peu canonique, un petit peu classique en ce sens-là, mais c'est également très efficace. Constance, par rapport à ça, vous avez raison, quelque chose de très intéressant. C'est l'idée, je vous posais la question tout à l'heure, j'avais commencé à l'introduire, de populariser quelque part cette histoire de l'anarchisme qui peut apparaître comme confidentielle. Or, on se rend compte très très vite que, bien sûr, vous avez évoqué les noms, que ce soit des grands ancêtres du 19e siècle ou que ce soit des événements que vous avez évoqués à travers ces 2 premiers livres. Comment est-ce que ces premiers épisodes, en tout cas, arrivent à populariser cette histoire qui est peut-être parfois un peu réservée à des spécialistes? Oui, absolument. Alors, c'est très juste. C'est évidemment un enjeu crucial. C'est un enjeu d'autant plus crucial étant donné les représentations extrêmement négatives de l'anarchisme, y compris à l'époque actuelle, l'incompréhension souvent profonde face à ce mouvement associé à la destruction, en perdant la destruction à la violence politique, ou d'ailleurs même pas politique, justement à la violence terroriste, aveugle, aux casseurs, etc., sans comprendre vraiment la richesse culturelle, mais également politique, et la dimension profondément aussi humaniste de l'ensemble du mouvement. Donc c'est un enjeu extrêmement important. Et cela m'a fait penser à une citation de l'historienne américaine Kathy Ferguson, qui travaille beaucoup sur les femmes et qui travaille actuellement sur les typographes dans le mouvement américain, mais qui, pour résumer ce qu'elle dit, elle dit, l'image de l'anarchisme barbu, vêtu de noir, bombe à la main, continue de dominer dans la conscience publique, alors qu'une figure plus représentative de ce mouvement anarchiste classique, donc du 19e siècle, serait en fait l'imprimeur qui compose, bâton à la main, au-dessus de ces lettres, et qui crée le mouvement en produisant et en faisant circuler la parole.
Alors, il n'y a pas que les écrits anarchistes, c'est une dimension extrêmement importante du mouvement, mais c'est quand même un aspect essentiel et c'est bien cette perspective qu'adopte le documentaire. Alors, la popularisation, c'est un enjeu qui est à la fois visuel, filmique et théorique. Il s'agit de diffuser des savoirs spécialisés. Donc, cet aspect de diffusion de savoirs spécialisés, je l'ai expliqué, c'est pour moi le fait de s'inscrire dans cette tradition donc, du métron, d'adopter ces perspectives qui sont quand même des perspectives finalement de recherche. Et d'ailleurs, le documentaire incorpore énormément de travaux très spécialisés, vraiment à la pointe d'actualité, fait intervenir nombre de spécialistes, nous y reviendrons. Alors, au point de vue, disons, visuel et filmique, c'est un très beau documentaire qui est appuyé sur une somme archivistique mais absolument extraordinaire, avec des documents très rares. J'ai trouvé, par exemple, en le regardant, l'image d'un vendeur de journaux anarchistes qui porte ces journaux et on le voit, il a une douzaine de titres différents. Bon, ça se situe a priori au tout début du XXe siècle, avant la guerre, vers 1906, je pense. Et on voit qu'il vend des titres internationaux. Clairement, ça se passe en France. Il a les grands titres de l'époque, l'anarchie, le libertaire, les temps nouveaux. Mais à côté de ça, par exemple, Freedom, le journal britannique, c'est extrêmement rare de trouver des images d'archives qui montrent cette dimension internationaliste. Donc, c'était pour moi sidérant quand je l'ai vu et ça témoigne bien vraiment de ce travail de recherche extrêmement appuyé. Alors, le premier livre se compose de montages, mais un montage vraiment très bien réalisé, d'images, notamment tirées de la presse à sensation de l'époque, qui a été si importante dans la construction publique et transnationale de l'anarchisme. Donc, par exemple, le Petit Journal, typiquement, mais aussi donc des textes d'époque lus en voix off, d'ailleurs très bien lus, une très belle narration également, les textes sont très bien écrits, ça n'est pas forcément une évidence, c'est difficile de raconter cette histoire, qui est une histoire parfois polémique, souvent tragique, pleine d'espoir aussi, et les textes sont très beaux, très bien lus, et quelques films, quelques montages, et alors, quelques extraits de films. À la fin du premier livre, on voit notamment un extrait documentaire très rare qui est un extrait filmé du siège de Sydney Street en Angleterre, la bataille de Stepney, comme on l'appelle également, qui est un siège anarchiste, le premier siège filmé qui s'est passé en 1911, donc à Londres, avec des anarchistes lettons qui sont donc cernés par la police. Ça se termine par une fusillade. Et l'on voit dans ce film un tout jeune ministre de l'Intérieur nommé Winston Churchill. Donc un document vraiment rare, là encore. Et beaucoup d'autres films, par ailleurs des images d'usines, des images de manifestations, même un entretien avec Jacques Brel dans le premier livre au sujet des bandits tragiques, l'assassinat de Jaurès, etc. Monté aussi avec beaucoup d'illustrations, des peintures, des dessins d'époque, et donc là également des entretiens avec de très nombreux experts qui replacent l'histoire de l'anarchisme dans son contexte social, politique, économique, philosophique, tout en rendant bien compte de cette richesse créée par le mouvement, cette richesse de documents, d'images qui fait le mouvement et qui exprime bien également le cadre dans lequel elle s'inscrit. Voilà, donc il me semble que tout ceci est très important dans cette perspective de popularisation de l'anarchisme. Comment est-ce qu'on raconte cette histoire et comment est-ce qu'on la rend intéressante. Et un tout dernier point quand même que j'avais oublié de mentionner, qui est tout aussi important quand on parle d'anarchisme, c'est la chanson. Puisque c'est un mouvement donc, qui a suscité toute cette richesse culturelle. Et on entend alors, par exemple, dans le deuxième livre, la très belle chanson de Joan Baez sur la musique de Ennio Morricone, Here's to You, qui est donc dédiée à Sacco et Vanzetti, ou encore des chansons de Joe Hill, un anarchiste suédois qui a été important notamment au moment de la Révolution mexicaine et dans le mouvement américain.
Donc, tous ces aspects qui font que c'est également un documentaire qui est très beau et très plaisant à regarder. Vous évoquez aussi quelque chose d'essentiel, je pense, en tout cas au tout début de l'histoire du mouvement anarchiste, mais ce phénomène perdure, c'est l'idée de lien entre les différents anarchistes de tous les pays, entre ce qu'on appelait à l'époque ces internationales. Et là, il y a une vraie perspective, vous l'avez dit, à travers déjà vos exemples que vous avez évoqués avec nous, même si, bien sûr, en France, on a tendance à mieux connaître peut-être tout ce qui se passe dans notre pays, mais là, il y a une perspective qui est à la fois mondiale et transnationale de l'histoire de l'anarchisme. Oui, absolument. Et donc, évidemment, c'est un thème qui m'est cher, car il est au cœur de mes recherches, mais également un thème donc, sur lequel j'étais particulièrement vigilante en revoyant le documentaire. Alors, il y a de nombreux aspects. Comme vous le dites, il y a une dimension mondiale, transnationale et bien sûr internationaliste. On parle d'un mouvement internationaliste qui, c'est une tradition qui remonte vraiment au moins à la première internationale, à cette idée qu'il faut s'unir par-delà les frontières, qui apparaît à différents moments, mais cette dimension internationaliste n'est pas traitée comme un thème central. Elle est là, mais ce qui a été fait pour solidariser les anarchistes, associer les mouvements par-delà les frontières, n'est pas un thème central du documentaire, même si on retrouve ça dans des très grands moments internationalistes, que ce soit donc par exemple l'effondrement de l'internationalisme en 1914 ou par exemple bien sûr la révolution russe, la guerre d'Espagne, etc., ou des grands mouvements en Espagne et autour de l'assassinat du pédagogue catalan Francisco Ferrer en 1909, ou encore les mobilisations pour Sacco et Vanzetti. Donc, c'est un thème qui est là, mais ce qui est très frappant, c'est de bien montrer, évidemment, et ça, c'était vraiment un enjeu, surtout, comme vous le dites, dans une perspective française, de bien montrer qu'on parle d'un mouvement qui a eu une importance au niveau mondial, des manifestations différentes au mouvement mondial. Là aussi, c'est un aspect qui est très bien traité, car il s'agit de montrer que l'anarchisme ne se manifeste pas de la même façon partout, tout le temps. Et donc, le film montre très bien cela et couvre quand même bien cet anarchisme mondial en intégrant donc, j'ai donné, par exemple, tout à l'heure la liste des endroits cités dans le deuxième livre, tous ces endroits où la répression s'abat, des figures du monde entier. Bon, on parle, par exemple, un petit peu d'anarchisme japonais. C'est vrai que c'est un autre thème qui aurait pu être traité plus en détail. Alors, on pourrait dire que dans ce cadre global, la perspective reste souvent sur l'Europe, sur le monde occidental, peut-être sur l'Amérique du Sud. Bon, c'est un point à débattre éventuellement, mais bon, c'est quand même un aspect qui, comparé, disons, aux histoires plus traditionnelles de l'anarchisme, là, est aussi quand même très bien pris en compte. Et quant à la dimension transnationale, c'est très intéressant de documenter un petit peu ces circulations. Ici, c'est fait surtout avec un accent sur ce que j'appellerais certaines figures donc diasporiques ou d'activistes itinérants. Donc, j'ai déjà parlé de Emma Goldman, anarchiste russe, qui, aux États-Unis, qui est plongée dans des milieux internationaux elle-même, et qui voyage ensuite, on la retrouve en 1921 en Russie pour les funérailles de Kropotkin, où elle parle. On la retrouve ensuite pendant la guerre d'Espagne en Espagne. Donc, c'est une figure d'anarchiste itinérante comme ça, comme il en existait tant dans ce mouvement. De même, Makhno, Révolution russe, et hop, on le retrouve en France un peu plus tard. Joe Hill, dont j'ai déjà parlé, suédois, actif aux États-Unis pendant la Révolution mexicaine. Donc, il y a toutes ces figures très importantes, et ça, c'est vraiment essentiel quand on parle d'anarchisme aujourd'hui. C'est un mouvement social qui s'est vraiment tissé par-delà les frontières et qui était actif par-delà les frontières avec des liens, donc par en bas, très denses. On pourrait dire que c'est un aspect qui aurait pu être un petit peu plus développé. Il est là, c'est pas un thème central, il est là en filigrane.
Et c'est déjà très important. Avec quand même, Constance, peut-être un petit bémol, hein, on est aujourd'hui dans ce qui se fait aujourd'hui, je veux dire historiographiquement, pardon, en histoire, c'est l'idée qu'on a peut-être un peu mis de côté dans ce documentaire tout ce qui est autour de l'histoire des femmes, c'est-à-dire à la fois les femmes qui sont actrices de l'histoire. On a très peu, on voit très peu de femmes anarchistes, alors qu'elles ont été là aussi, hein, vous allez nous le dire, et puis surtout aussi peut-être par rapport aux travaux comme les vôtres d'historiennes qui sont peut-être un peu plus, qui ont été peut-être un peu moins utilisées. Hein. Les femmes ont peut-être été un tout petit peu oubliées, Constance. Alors oui, je dirais que c'est mon bémol principal. Tout d'abord, la question des femmes dans le mouvement, je trouve qu'elle est réglée un petit peu rapidement. Donc c'est dans le premier livre. Donc la question des sections féminines dans les syndicats apparaît, je crois, vers 1 heure dans ce premier livre où l'on pose donc cette question des femmes et la narration nous explique que l'anarchisme a été le principal mouvement révolutionnaire à avoir des figures féminines de premier plan. Donc, on nous cite bien entendu Louise Michel, Emma Goldman, Leda Raffanelli, l'américaine Voltairine de Cleyre, l'américaine également Lucy Parsons, Virginia Bolton, la japonaise Kano Sugako. Donc, connue et reconnue, nous dit le documentaire. Alors, soit, mais bon. Déjà, connu et reconnu, il me semble que c'est quand même plus problématique, ne serait-ce que si l'on prend Louise Michel, si l'on se réfère par exemple à la très belle biographie d'Edith Thomas sur Louise Michel, qui n'est pas un livre récent, je ne connais plus sa date de publication, mais ça a plusieurs décennies. Par exemple, Edith Thomas mettait déjà très bien en valeur le fait que Louise Michel avait quand même été très exploitée dans les milieux anarchistes financièrement pour les fonds qu'elle permettait de générer grâce à son statut de superstar de l'anarchisme. Il y a eu beaucoup de travaux de recherche récents. Alors, c'est un autre aspect à prendre en compte. Le documentaire date de 2013. Ce sont des questions qui ont évolué récemment. Il y a des travaux en cours là-dessus. C'est un sujet qui est d'une grande actualité, mais il me semble qu'il y avait déjà quand même pas mal de travaux déjà sur ces questions. Donc, je prends cet exemple de Louise Michel, mais par exemple celui d'Emma Goldman aussi, dont j'ai déjà parlé, qui est là, je l'ai dit, en filigrane, elle réapparaît à plusieurs moments stratégiques. Alors, elle n'est pas invisibilisée dans le documentaire, mais étant donné que le documentaire fonctionne pas mal par gros plans sur des moments, sur des personnalités, bon, c'est peut-être ma préférence subjective qui apparaît, mais je me suis dit, tiens, c'est étonnant qu'il n'y ait pas de gros plan sur Emma Goldman. C'est quand même dingue qu'elle soit là à tous ces moments stratégiques. Et finalement, ça aurait très bien pu être une personnalité structurante de ce documentaire, d'autant plus parce que c'est quand même une personnalité ses travaux sont encore lus aujourd'hui. Ça reste d'une actualité extraordinaire et pas seulement pour son émancipation sexuelle qui reflète ses positions théoriques, mais vraiment ce qu'elle a écrit, par exemple, sur les médias, sur la manipulation des classes populaires. C'est d'une actualité qui est vraiment frappante. Bon, il y a un destin d'activiste internationaliste, de journaliste formidable. Donc, je crois qu'il y avait quand même plus de choses à faire de ce côté-là et une exploration surtout plus critique de cette place des femmes dans le mouvement anarchiste. J'ai cité donc ces deux exemples, mais il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Je crois que bon, c'est un peu simpliste de dire les femmes ont été connues, reconnues avant tout dans l'anarchisme. Et effectivement, associé à ça, il y a la question de la représentation des historiennes. Alors là, bon, c'est difficile de ne pas avoir l'air, comment dire, pour le dire simplement, il ne s'agit absolument pas de mes travaux à moi. C'est vraiment, c'est plutôt le fait qu'il y a deux femmes présentes. Donc j'ai parlé des experts qui interviennent dans le documentaire, qui sont formidables. C'est vraiment très bien mené. Pour citer quelques exemples, il y a le jeune historien américain Kenyon Seymour qui a écrit un livre remarquable qui a dû paraître au même moment que le documentaire sur les anarchistes juifs et italiens
dans le mouvement américain, donc avec vraiment une perspective comparative, démographique, enfin un travail absolument remarquable. Donc il est là, par exemple Michael Schmidt également, qui est un historien sud-africain qui a écrit un livre très influent qui s'appelle Black Flame. Dans une perspective française, Jean-Yves Mollier, très grand spécialiste d'histoire culturelle pour vraiment replacer l'anarchisme dans un contexte plus large. Michel Vinocq, vraiment beaucoup d'intervenants, je pense une quinzaine peut-être au total, et parmi ceux-là, 2 femmes. Donc, bon, 2 femmes, s'il n'y en a que 2, heureusement que c'était ces 2-là, Marianne Henkel, donc, qui a été une des rédactrices et des animatrices principales du Métron des anarchistes, qui l'est encore, pardon, qui travaille au CIRA de Lausanne, qui est une somme encyclopédique sur l'anarchisme, qui intervient très bien, et Anne Steiner, spécialiste de l'anarchisme individualiste, qui a récemment publié une très belle biographie de Miguel Almereda, donc anarchiste de la belle époque, entre guillemets, qui là encore intervient de façon tout à fait pertinente. Mais par exemple, si l'on pense que le documentaire s'arrête longuement, à très juste titre, sur la guerre d'Espagne, il y a de très très grandes historiennes de l'anarchisme espagnol, comme par exemple Thema Kaplan, Martha Hackelsberg, qui ont vraiment écrit des choses très importantes et qui, je le sais, participent bien volontiers à ce genre de travaux. Je pense également à Candace Falk, grande spécialiste d'Emma Goldman. En France, il y avait Céline Baudet, qui travaillait beaucoup sur les anarchistes individualistes à cette période. Donc, il me semble que pour le livre 3, j'ai entendu dire que certaines grandes historiennes de l'anarchisme avaient été sollicitées. Je pense par exemple à Ruth Skinner, qui travaille en Grande-Bretagne, qui est professeure de sciences politiques à l'université de Loughborough, où existe un grand cercle de recherche sur l'anarchisme, une grande spécialiste de Kropotkin, qui a écrit récemment un ouvrage de diffusion ou de popularisation très important de l'anarchisme. Donc, je suis contente qu'elle ait été sollicitée, mais elle aurait pu intervenir sur Kropotkin déjà dès le livre 1. Voilà, donc sur cette question de la représentation des femmes, qui n'est, alors c'est important de le dire, ce n'est pas une question de représentation pour la représentation, pour les chiffres, la parité comme fin en soi, c'est aussi que quand on parle d'un mouvement social dans lequel les femmes ont un statut problématique, ont été invisibilisées, mais si on ne sollicite pas des femmes, c'est plus dur de les faire ressurgir et de bousculer un petit peu les narrations établies, les récits établis. Vous l'avez dit tout à l'heure, Constance, aussi, ce qui est intéressant ici, c'est que les réalisateurs de cette mini-série, pour l'instant de 2 épisodes, s'attachent à faire véritablement, j'allais dire quelque part, une vraie histoire, c'est-à-dire une histoire, vous l'avez dit, pédagogique, de l'anarchisme, sans parti pris, avec véritablement faire leur métier d'historien, mais en le diffusant auprès du grand public, ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que on n'est pas là non plus dans de la géographie, mais je dirais aussi que peut-être on va quelque part réhabiliter les anarchistes, c'est-à-dire les resituer, leur redonner peut-être la place qu'ils occupaient dans le mouvement politique, dans le mouvement ouvrier, de façon très importante au 19e et au début du 20e siècle. Oui, absolument. Et c'est là, effectivement, comme on vient de le dire, que c'est très important d'avoir justement ces historiens qui ne sont pas forcément des spécialistes de l'anarchisme, mais qui apportent aussi une espèce de caution, finalement, comme Michel Vinocq ou comme Jean-Yves Mollier. Et c'est là peut-être où il lui était bon d'entendre Michel Perrault, par exemple. Mais effectivement, donc, le documentaire replace d'emblée l'anarchisme dans le cadre plus général de la question sociale au 19e. C'est vraiment au tout début, ça s'ouvre là-dessus, comment l'anarchisme émerge en réponse donc au monde issu de la deuxième révolution industrielle dans ce contexte social. Et donc, il y a un cadre narratif très ample qui replace cette histoire de l'anarchisme dans son contexte social, politique, économique,
philosophique. Et ça, c'est très important, étant donné, donc, comme je le disais, l'image, ce qu'on appelle le problème d'image, souvent, public de l'anarchisme. Donc, de bien restituer ça, de le réintégrer aussi à cette histoire du 19e siècle. On parle quand même d'une tradition politique très ancienne. Et donc, en ce sens-là, c'est effectivement très pédagogique. Alors, pour moi, je dis que c'est un documentaire peut-être de réhabilitation publique, s'il en est besoin, mais qui n'est pas hagiographique. C'est très bon. Il me semble qu'il y a quelques petits oublis, peut-être, dans cette perspective. Bon, peut-être, comment dire, c'est peut-être. Ce n'est pas la vocation première de ce documentaire, je crois, d'explorer des questions particulièrement douloureuses ou particulièrement problématiques. Pour l'anarchisme, il faut choisir ses priorités et donc ici, il s'agit vraiment de partager cette histoire de l'anarchisme comme mouvement social, politique, inscrit dans des contextes très précis. Donc, j'ai donné l'exemple de l'émergence de la question sociale au 19e, mais au 20e, c'est vraiment l'anarchisme face à la révolution bolchevique et ensuite face à la montée du fascisme. C'est le thème vraiment du deuxième documentaire. Donc là encore, cadre narratif large, ample, pour bien contextualiser. Alors après, et par ailleurs, dans cette perspective, il y a de très nombreux points de recherche qui sont vraiment fouillés. C'est un documentaire qui est pointu, qui répond à de nombreuses questions, donc autour, par exemple, de la Révolution mexicaine. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que cette révolution a échoué? Pourquoi n'a-t-elle pas eu davantage d'écho? Mais également ce qui se passe pendant la Révolution russe, l'écrasement et puis l'effacement historiographique de l'anarchisme. Donc, tout ça, c'est très pointu. Ce qui donc n'est pas vraiment inclus, mais là encore, à l'impossible, nul n'est tenu. Certains points peut-être plus critiques. Donc, j'ai parlé de la question des femmes. Peut-être, mais là encore, c'est des perspectives historiographiques très récentes. Tout ce qui tient aux questions du racisme et du colonialisme, anticolonialisme dans le mouvement anarchiste. Alors évidemment, j'imagine que cela sera traité dans les livres subséquents, post-1945, mais il y a quand même pas mal de travaux en cours, donc notamment sur, et déjà dès avant 1939, sur l'activisme anarchiste dans les mouvements de contestation anti-impérialistes, puis anticoloniaux, notamment donc, en Amérique du Sud, en Asie. Donc, il y a quand même pas mal de choses sur ces aspects-là qui ne sont pas traités, mais aussi, bien sûr, les zones d'ombre de ces courants d'émancipation. Le fait, par exemple, que l'anarchisme s'est intéressé très tardivement aux questions anticoloniales, avec, peut-être plus tôt que d'autres mouvements socialistes ou d'extrême gauche, mais là encore, c'est un peu une zone d'ombre du mouvement. Mais ceci mis à part, il me semble que vraiment l'essentiel de l'effort pédagogique du documentaire, alors dans le premier livre, s'articule beaucoup autour de la question de la violence révolutionnaire et d'essayer vraiment de battre en brèche cette idée de l'anarchisme comme un mouvement essentiellement violent. Alors ça se fait donc en expliquant déjà, en montrant que les violences révolutionnaires, donc tout cet épisode de la propagande par le fait, pour utiliser le terme de l'époque, donc cette théorie de la violence révolutionnaire chez les anarchistes dans les années 1880-1890 et même au-delà, donc que cette violence a un contexte, qu'elle a été théorisée, mais aussi qu'elle a été très débattue parmi les anarchistes, très contestée, qu'il y a eu beaucoup de débats, montrer également que cette violence s'intègre, là encore, est une réponse, une réaction quasi épidermique
aux violences subies par le monde ouvrier de l'époque, donc avec notamment l'utilisation par les anarchistes du slogan « Le capitalisme tue », qui revient comme une phrase lancinante. On pense par exemple aux répressions très violentes des mobilisations ouvrières au tout début du XXe siècle. Et donc, montrer, c'est très important que l'anarchisme a été diabolisé, vraiment bien montrer ces dynamiques-là, c'est très important dans ce premier livre, et ça, c'est un point très important, et montrer par ailleurs à quel point les anarchistes se sont intéressés aux mobilisations de masse, à l'organisation de masse, notamment la grève générale, le syndicalisme révolutionnaire, qui font contrepoint donc à cette idée de violence aveugle, qui de toute façon n'était pas vraiment aveugle, mais aussi montrer cela, donc on a affaire à un mouvement qui est bien plus complexe qu'on a pu le croire. Et dans le deuxième livre, ceci s'articule énormément, donc ce travail pédagogique autour de la question de la répression constante de l'anarchisme et de la diabolisation du mouvement, bon, qui est vraiment, on le voit à chaque épisode, bon, Sacco et Vanzetti, vraiment épisode classique de Black Scare ou de Red Scare, donc de grandes poussées de fièvre anti-révolutionnaire. Et tout ce deuxième livre est placé sous le signe d'une très belle citation de Malatesta, je cite, « La bourgeoisie fera payer par les larmes, la bourgeoisie fera payer par des larmes de sang les tentatives révolutionnaires des prolétaires », qui est cité au milieu du livre 2, et c'est vraiment, ça pourrait être l'épigramme de ce livre, parce que ça illustre vraiment tous ces efforts d'insurrection qui sont sans cesse réprimés, et d'ailleurs pas seulement par les fascistes, pas seulement par la police, mais également par les bolcheviks, puis les stalinistes. Donc, et ça, c'est le cœur du deuxième documentaire, bien montrer ces dynamiques-là. Peut-être, Constance, pour terminer, quelque chose aussi que l'on ne perçoit pas ou qu'on ne perçoit pas trop, en tout cas, dans ces deux livres, dans ces deux épisodes, c'est une histoire peut-être culturelle de l'anarchisme. C'est-à-dire, en fait, on est vraiment centré sur une progression, une explication de tout ce qui se passe au niveau politique, mais tout ce qui est une sorte de culture de l'anarchisme, c'est quelque chose peut-être qui a été là aussi un peu laissé de côté par les documentaristes. Oui, oui, absolument. Alors, c'est un peu injuste pour eux, de ma part, de dire que ça a été laissé de côté, parce que, par exemple, je l'ai dit dès le premier livre, et d'ailleurs, tout au long du documentaire, on voit bien cette richesse culturelle, cette culture visuelle spectaculaire associée à l'anarchisme, que ce soit dans la presse, que ce soit, j'ai parlé de l'exemple de la chanson. Dans le deuxième livre, il y a beaucoup plus d'extraits filmés. On voit, par exemple, on a encore la musique, mais on voit notamment pendant tout l'épisode de la guerre d'Espagne, la transformation de la vie quotidienne. Tous ces aspects culturels sont là pour ne pas oublier que l'anarchisme est un mouvement philosophique également, mais de philosophie vécue au quotidien, de transformation des mœurs individuelles et collectives. On en parle, c'est évoqué par exemple à travers la figure du pédagogue catalan Francisco Ferrer et de son école moderne et de tous les grands efforts pédagogiques des anarchismes au XIXe siècle, et au-delà bien sûr, mais ça a été quand même un courant extrêmement important, ces pédagogies libertaires qui ont eu une influence bien au-delà de ces cercles. Si on s'intéresse aux pédagogies libertaires, on voit que nombre des idées et des pratiques de ces mouvements sont à la base de nos systèmes éducatifs aujourd'hui, dans leurs aspects les plus humanistes et les plus centrés sur le bien-être des étudiants, des élèves. Mais par exemple, l'idée de battre en brèche, déjà par exemple, excusez-moi, traiter les enfants comme des adultes en devenir et non pas comme des créatures inférieures, c'était très novateur pour l'époque. Alors, battre en brèche, j'allais le dire là,
barrière entre travail manuel et travail intellectuel. Bon, personnellement, ça me paraît un petit peu plus problématique dans le système pédagogique français, mais par exemple en Grande-Bretagne, c'est des idées qui ont eu beaucoup d'influence, qui sont au cœur des programmes, des pédagogies, et c'est des idées alors qui ne sont pas directement héritées de l'anarchisme, mais qui ont quand même été très importantes pour les anarchistes et qui ont contribué vraiment à la transformation des théories pédagogiques. Il y a pendant les années 1880-1890, et là encore le documentaire l'évoque, toute une effervescence artistique, créative autour de l'anarchisme. À Paris, il y a 2 ans, on a pu voir cette sublime exposition sur Félix Fénéon avec ce magnifique tableau de Signac. C'était à l'Orangerie. Ça, c'est imprégné d'anarchisme. Fénéon, personnalité anarchiste, collectionneur d'art, journaliste, critique, qui écrivait pour le père Pénard d'Émile Pouget. Bon, c'était vraiment que lui, mais il y en a énormément, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. Le documentaire mentionne un petit peu dans les années 1930, là encore une période d'effervescence, mais il me semble que cette dimension se perd peut-être un petit peu. Alors, je n'ai pas vraiment parlé du très beau livre qui est associé au documentaire, qui est paru, alors je regarde, aux éditions Arte édition textuelle en 2014, qui a été réalisée par Gaetano Manfredonian, historien de l'anarchisme, qui est très présent dans le documentaire également, qui là, alors, il est sublimement illustré, ce livre, et en plus, bon, il est à peu près abordable pour un livre d'art, de fait, avec notamment des très bons textes et des illustrations en couleur. Là, on voit bien cette effervescence culturelle. Par exemple, je suis à la page 125 et j'ai une très belle photo d'Oscar Wilde qui, effectivement, a été associé à l'anarchisme. Et donc, on voit bien ici cette dimension culturelle qui est importante, et je voudrais dire donc culturelle au sens vraiment très large, c'est-à-dire de transformation de la vie quotidienne. Le documentaire aborde par exemple la question des colonies libertaires, de ces milieux libres avant 1914, dont parle Einsteiner dans le documentaire. C'est très important, c'est une dimension là encore philosophique, réinventer l'existence. Il y a la colonie La Cecilia au Brésil, qui était une grande entreprise à cette époque. Donc, je crois, bon, là encore, c'est peut-être une préférence personnelle, mais en contrepoint de ces histoires, notamment de violence, de répression, je crois que cette dimension est très importante aussi. Et c'est aussi un endroit où le mouvement a eu une importance, là encore, qui le dépasse, une importance sociale, sociétale, politique, culturelle, très importante. Et enfin, d'ailleurs, pour revenir à cette question de la répression, un aspect qui aurait pu être développé, mais là encore, il faut veiller à l'unité du récit, je le comprends bien, mais c'est un aspect qui a été très étudié par les historiens ces 15-20 dernières années, notamment en lien avec le boom autour de l'histoire du terrorisme anarchiste, c'est l'histoire de la surveillance politique. L'anarchisme a eu une influence totalement disproportionnée dans le développement des méthodes de surveillance policière internationale et transnationale. La surveillance des anarchistes, au tournant, donc à la fin du 19e siècle, a été l'un des catalyseurs qui a abouti à la création d'Interpol. Les historiens aiment beaucoup dire ça, mais c'est une réalité. Il y a des techniques de surveillance, des échanges de savoir, de techniques policiers entre les différentes polices nationales. Bon, collaboration parfois un petit peu difficile, mais l'anarchisme a joué un rôle très important dans l'histoire policière et l'histoire de la surveillance. Donc ça aussi, c'est un des exemples, effectivement, d'histoire, disons, externe peut-être au mouvement. Mais bon, je dirais que ce documentaire, c'est une histoire politique au sens large, vraiment du mouvement. C'est une histoire politique vraiment, comme je le disais, très bien conçue et vraiment très complète. Bon, on ne peut pas forcément résumer un siècle d'anarchisme mondial
en 3 heures sans opérer quelque choix. Merci Constance Madbat pour cette présentation de cette série Ni Dieu ni Maître, donc série documentaire pour l'instant en 2 épisodes, en 2 livres. Les 2 autres devraient sortir pour arriver jusqu'à nos jours. Alors vous avez fourni, comme tous les intervenants et intervenantes, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'émission sur notre site histoireensérie.com, et puis on retrouve comme toujours le résumé de toutes les émissions ainsi que les liens pour aller les écouter sur toutes les plateformes de podcast et sur Spotify et sur YouTube d'ailleurs, sur notre partenaire nonfiction.fr. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre, à suivre notre actualité sur Twitter @histoiresérie, ainsi que sur le groupe Facebook de Histoire en série. N'hésitez pas à nous rejoindre, nous sommes là pour discuter et puis prolonger évidemment avec vous les discussions que l'on entame avec les chercheurs et les chercheuses pendant toutes nos émissions. Constance Bandman, merci. Et puis à bientôt, j'espère, peut-être sur une nouvelle série ou pour la suite, pourquoi pas, de la série Ni Dieu ni Maître quand elle sera sortie. Au revoir. Au revoir et merci beaucoup à vous, Nicolas. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel launches to clear. Such a beautiful planet populated by a strangely animals. Unless I missed again, you want to more forever.